Merci de choisir la première chaîne de télévision nationale. Le fibrome utérin, c'est la tumeur féminine la plus fréquente. On estime qu'entre 30 à 45 ans, 20 à 40% des femmes ont eu ou auront un fibrome, généralement découvert par hasard après un accouchement et même bien avant. Ces fibromes sont bénignes, ils ne sont absolument pas cancéreux. Il y a plusieurs solutions pour supprimer ces fibromes. Il faut noter quand même qu'ils peuvent récidiver, revenir après un ou des traitements chirurgicaux. Que faut-il faire pour se débarrasser définitivement de cette pathologie? Les éléments de réponse, c'est avec notre spécialiste du jour, docteur Ibrahima Sory Baldé, gynéco-obstétricien au CHU Ignazine, qui est notre invité de cet après-midi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Bonsoir, docteur Baldé. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième manche de l'émission. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran, le 620 58 90 73. En attendant qu'on vous cède l'antenne, nous avons quelques questions pour notre invité et nous revenons à vous, docteur Baldé, juste après ceci. Merci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout. Docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment les fibromes utérins. Alors, à l'entame de cette émission, c'est-à-dire à mon intro, on a évoqué que le fibrome est une tumeur féminine bénigne, la plus fréquente chez la femme à partir de 30 à 45 ans. 20 à 40% des femmes ont ou auront cette pathologie. Est-ce que, docteur, vous pouvez confirmer ou infirmer ces chiffres, c'est-à-dire c'est avant 30 ans ou à partir de 30 ans ou bien avant, et les 20 à 40%, ces chiffres sont-ils exacts? Ok, merci madame. Bon, pratiquement, les chiffres varient selon les études. Voilà, il y a des fréquences variables, il y a diverses études qui ont été faites concernant ce sujet. Et bon, on peut rencontrer les fibromes même avant 30 ans. On rencontre de plus en plus des fibromes chez des jeunes femmes. Maintenant, bon, selon les statistiques mondiales, le fibrome est la tumeur bénigne la plus fréquente chez la femme en âge de procréer. Environ 20 à 30% des femmes de 35 ans sont porteuses de cette maladie. Et plus de 50% des femmes de plus de 50 ans aussi en sont porteuses. Ce qui signifie déjà une femme de 50 ans sur deux porte cette maladie. Alors, à l'âge de ménopause aussi, les femmes peuvent contracter cette maladie, ça veut dire? Bon, généralement, les femmes ne contractent pas cette maladie à l'âge de la ménopause. Mais elles contractent cette maladie avant la ménopause et elles vivent avec elle jusqu'à la ménopause. Très bien. Alors, comme on parle de fibrome utérin, qu'est-ce que c'est que cette pathologie? Qu'est-ce que c'est que le fibrome? On dit fibrome, les fibromes. Bon, vous allez de toute façon nous dire qu'est-ce que c'est. D'accord, merci. En fait, bon, il y a plusieurs appellations. Bon, on dit couramment fibrome utérin, mais le fibrome utérin ou encore léomiome utérin ou encore fibromiome utérin, ce sont tous des synonymes. C'est une tumeur bénigne qui est développée aux dépenses des fibres musculaires de l'utérus. Et l'utérus, c'est un organe génital interne de la femme. L'un des organes génitaux les plus importants. C'est l'organe de la gestation. Alors, avant de suivre l'élément de reportage, vous allez nous rappeler ou nous dire les facteurs favorisants de cette maladie chez la femme, comme c'est la maladie des femmes. Hein? D'accord, merci beaucoup. Bon, cette question m'amène d'abord à parler un peu de l'éthiopathogénie des fibromes utérins. Donc, au terme de cette éthiopathogénie, nous pouvons répondre à cette question. Voilà. Dans notre jargon, hein, d'abord, de façon générale, on dit que les fibromes utérins n'ont pas une cause précise. Voilà. C'est pour cela, dans notre jargon, on dit que l'éthiopathogénie des fibromes utérins est obscure. Et elle est à l'étape d'hypothèse.
Maintenant, cependant, il y a plusieurs hypothèses étiologiques qui ont été proposées, parmi lesquelles il y a la théorie hormonale. Il y a deux théories. Il y a la théorie hormonale d'abord, qui semble être la plus logique. Cette théorie est appuyée par une hyperestrogénie relative ou absolue. Entendez par la hyperestrogénie, c'est l'élévation du taux des estrogènes dans le sang circulant. Les estrogènes sont des hormones sexuelles féminines qui sont sécrétées par les gonades de la femme, les ovaires. Donc, ce sont l'hyperestrogénie qui favorise les fibromes. Pourquoi aussi cette assertion a été donnée? C'est-à-dire c'est sur la base de certains fondements. On a remarqué qu'il n'y a pas de fibrome utérin avant la puberté. Parce qu'avant la puberté, les ovaires fonctionnent très peu. Donc, il y a des sécrétions de très faible quantité d'œstrogènes. Et on a remarqué aussi que les fibromes utérins diminuent de taille à la ménopause. Et ils ne surviennent pas chez une femme ménopausée qui n'en avait pas. On a remarqué aussi que les fibromes utérins s'accroissent pendant la grossesse. Parce que c'est un état aussi physiologique qui entraîne une sécrétion élevée d'hormones aussi, dont les estrogènes. On a remarqué aussi que les fibromes utérins s'accroissent sous traitement œstroprogestatif. Donc, tous ces faits montrent que le fibromiome utérin, c'est une tumeur qui est sensible aux fluides hormonales, notamment les estrogènes. Maintenant, la deuxième théorie, c'est l'hyperplasie glandulokystique de l'endomètre, qui est aussi souvent source de saignement. Donc, au terme de cette éthiopathogénie, il n'y en a pas à proprement parler de personnes à risque. Mais, bon, il y a quelques études quand même qui ont paru il y a quelques années qui donnent quelques facteurs de risque, notamment l'obésité, la nulliparité. Qu'est-ce que c'est? Bon, la nulliparité, c'est le fait de ne pas avoir d'enfant. Et nous, on peut appeler ça stérilité ou quoi? Non, non, c'est différent. Très bien. Voilà. Bon, stérilité, pratiquement, c'est un terme qu'on n'emploie plus. Maintenant, on dit infertilité. Infertilité. Voilà. Maintenant, l'infertilité, par définition, c'est l'impossibilité pour un couple de mener une grossesse à terme. Ok. Voilà. Donc, voilà, je disais, hein, ces études ont révélé l'obésité, la nulliparité et l'infertilité. Donc, on dit la nulliparité, c'est le fait de ne pas avoir d'enfant. C'est-à-dire une femme qui n'a pas d'enfant. Qui n'a jamais fait d'enfant. On dit qu'elle est nullipare. Ok. Donc, c'est un facteur. C'est de nouveaux termes, ça. Ou... Voilà. Bon, ce n'est pas des nouveaux termes. Alors, nous ne sommes pas médecins, on n'a pas besoin de connaître tous les termes médicaux. Alors, docteur Baldé, nous allons suivre, avant de poursuivre, cet élément de reportage. Bénigne très fréquente qui affecte l'utérus, l'organe de la femme abritant la grossesse. Les causes réelles ne sont pas encore déterminées. On ne peut pas dire de façon précise que c'est ça qui donne le fibrome. Mais par contre, il y a des constats qu'on a fait. Souvent, le fibrome, ça arrive chez les femmes qui ont l'âge de faire leur maternité, qui tardent à le faire. Ou bien des femmes qui sont restées pendant longtemps infécondes, c'est le contexte de stérilité secondaire. Parmi les signes, la perturbation des règles, les fibromes engendrent souvent des complications. En regardant la femme, on a l'impression qu'elle porte une grossesse jeune, alors que ce n'est pas le cas. L'une des complications majeures, c'est l'anémie, avec tout ce que ça comporte comme complications dérivées. À côté de l'anémie, il y a d'autres signes, par exemple des avortements à répétition, ou bien il peut s'agir également d'accouchement prématuré. Une grossesse tardive, naissance trop espacée, entre autres, favorise cette tumeur. Elle touche les femmes de plus de 35 ans. Mais aujourd'hui, même les moins de 20 ans ne sont plus à l'abri. On note ce phénomène chez les jeunes filles de 23 ans, 25 ans, de plus en plus. Et ceci entre dans le cadre de certaines curiosités par rapport à la pathogénie. On peut donner comme explication peut-être une certaine note familiale. Parce qu'il faut rappeler que parmi les éléments incriminés, surtout il y a le déséquilibre hormonal. Dans certains cas, seule l'intervention chirurgicale et le traitement adéquat. Des mesures préventives sont donc de mise. Il s'agit plus de prendre des mesures préventives qui permettent d'éviter d'être dans des situations de fibromes multiples. Par exemple, c'est quoi? C'est de faire une échographie de façon régulière pour voir est-ce qu'il n'y a pas un fibrome débutant, pour éviter que ces fibromes a tendance à se multiplier pour amener des situations assez désagréables.
Alors, docteur Baldé, vous avez suivi cet élément. Alors, quel commentaire faites-vous d'abord avant de vous poser d'autres questions? Bon, pratiquement, je rejoins aussi les commentaires. Oui, il nous rejoint également. Hein. Ouais, Il n'y a pas d'âge. Hein. Ouais. Ça peut commencer à partir de 25 ans Oui. ou à partir de 30. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc ça Effectivement. confirme ce que vous avez dit. Oui. Alors, mais ils ont parlé de perturbation des règles, les avortements à répétition et autres. Alors, tout ça là entraîne, c'est le ton des problèmes que l'on rencontre lorsqu'on a cette pathologie dans le corps. Hein. Oui, effectivement. Voilà. Allez-y, hein. Oui. Si vous avez quelque chose à rajouter avant de parler les types de fibromes et complications, parce que ça entraîne des complications à la longue si ce n'est pas détecté à temps. Effectivement. Bon, au niveau aussi toujours des facteurs favorisants, il y a les études aussi qui ont montré que la race noire serait plus touchée par rapport à la race blanche. Environ 3 à 4 fois, les femmes noires sont plus concernées par cette maladie. Est-ce qu'il y a une explication logique à cela? Moi, j'aurais voulu demander, cette maladie, c'est pour les Africaines ou en général, les femmes en général? Bon, c'est pour les femmes en général. Mais selon les statistiques, ce sont les femmes noires qui sont plus touchées par rapport aux femmes blanches. Mais on rencontre des fibromes chez les femmes blanches. Mais également. justement, est-ce qu'il y a une explication logique à cela? Bon, à l'heure actuelle, on n'a pas une explication C'est pas logique. l'alimentation? Bon, peut-être c'est possible. Alors, on va parler donc des types de fibromes et les complications. Parce qu'on a vu dans notre reportage tout à l'heure que ça peut engendrer des complications, des conséquences à la longue, quoi. Oui, d'accord, merci. Bon, les types de fibromes, en fait, cette question rejoint la classification. Et la classification repose sur plusieurs critères. Sur le plan des symptômes, il y a les fibromes symptomatiques, c'est-à-dire qui se manifestent, et il y a les fibromes asymptomatiques, qui ne se manifestent pas. Maintenant, par rapport à la situation du fibrome même, c'est-à-dire au niveau du segment intéressé par l'utérus, parce que l'utérus comprend 3 parties, le col utérin, l'isthme utérin et le corps utérin. Donc les fibromes qui siègent au niveau du col utérin s'appellent fibromes cervicales. Les fibromes qui siègent au niveau de l'isthme sont les fibromes isthmiques. Les fibromes qui siègent au niveau du corps sont les fibromes corporeaux. Ça, c'est concernant le siège, voilà, au niveau des différentes parties de l'utérus. Maintenant, par rapport à la paroi utérine, les fibromes qui siègent au niveau de la surface de l'utérus sous la séreuse sont les fibromes sous-séreux, qui peuvent être soit pédiculés, c'est-à-dire reliés à l'utérus par un pédicule qui ressemble à une corde, ou bien sessiles, qui sont accolés à l'utérus mais sous le péritoine. Très bien. Maintenant, il y a les fibromes qui sont inclus dans l'épaisseur du muscle utérin qu'on appelle fibromes intramuraux ou bien interstitiels. Il y a aussi les fibromes qui sont dans la cavité utérine qui peuvent être sous la muqueuse utérine ou bien dans la cavité qu'on appelle aussi fibromes sous-muqueux ou fibromes intracavitaires. Alors, on va parler des complications. Hein? Ok. Il y en a? Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que le fibrome, avant de parler des complications, peut-il empêcher une femme de procréer? Vous l'avez dit, j'espère, tout à l'heure. Bon, il y a quand même une relation étroite entre le fibrome et l'infertilité. Le fibrome non seulement peut être la cause de l'infertilité, mais il peut être aussi la conséquence. Voilà. Et cela a une influence socio-culturelle considérable dans nos pays en voie de développement, où les sociétés prônent une politique pronataliste. C'est ça, donc pratiquement, le fibrome peut entraîner l'infertilité, mais l'infertilité également peut entraîner le fibrome. Ok. Oui. Alors, les complications. Okay. Bon, concernant les complications, comme on l'a dit tout à l'heure dans l'éthiopathogénie, le fibrome utérin est une tumeur bénigne qui vit aux dépenses des oestrogènes et qui croît jusqu'à la ménopause. Maintenant, le plus souvent, c'est une tumeur qui est muette pendant des années, mais elle n'est pas à l'abri de complications. Elle a des complications et les complications peuvent être d'ordre hémorragique, qui peuvent être responsables d'anémie. Anémie, bon, entendez par là dans notre jargon, c'est la réduction de la quantité du taux d'hémoglobine. De façon plus claire, bon, la réduction du taux de sang pour que les gens comprennent facilement. Voilà. Et cette anémie également peut se compliquer même de choc hémorragique dans les cas graves. Si l'hémorragie est assez importante, vous savez,
l'organisme humain tient debout grâce au sang en grande partie. Voilà. Après les complications hémorragiques, nous avons également les complications douloureuses. Ces complications douloureuses sont représentées par la torsion aiguë du fibrome, surtout dans les fibromes pédiculés. Et cette torsion est responsable d'urgences abdominales, entraînant des vomissements, des douleurs abdominales et avec des nausées, vomissements, douleurs abdominales. Et après aussi la torsion, il y a la nécrobiose aseptique. La nécrobiose aseptique, c'est le sphaciel du fibrome suite à une obstruction de l'artère qui nourrit le fibrome. Donc cette nécrobiose aussi se manifeste par de la fièvre et des douleurs abdominales. Maintenant, après les complications douloureuses, nous avons également les complications mécaniques. Ces complications mécaniques sont liées à la compression des organes de voisinage de l'utérus, qui peuvent être entre autres la vessie. Concernant les fibromes qui sont antérieurs, situés à côté de la vessie, on peut assister à des troubles urinaires à type de dysurie, difficulté à la miction, des pollakiuries, des mictions trop fréquentes mais peu abondantes, voire même des rétentions d'urine avec impossibilité d'uriner dans les cas graves. Maintenant, les myomes qui sont situés au niveau de la paroi postérieure de l'utérus, qui sont au contact du rectum, peuvent aussi comprimer le rectum, entraîner un faux besoin, c'est-à-dire une envie d'aller à la selle, mais voilà, ou bien une constipation. Maintenant, les myomes aussi qui compliquent les veines pelviennes peuvent aussi entraîner des thromboses veineuses des membres inférieurs, ou bien même au niveau des veines iliaques également, on peut assister à un œdème des membres inférieurs ou des thromboses. Et maintenant, en plus de ça, il y a les complications obstétricales qui sont aussi très importantes. C'est-à-dire, ces complications surviennent quand une femme qui porte des fibromes arrive à tomber enceinte. Et quelles sont ces complications? Ces complications, en début de grossesse, on peut assister à des avortements, c'est-à-dire des fausses couches. En répétition. Oui. Quand aussi la grossesse évolue un peu, on peut remarquer l'accouchement prématuré, c'est-à-dire une naissance avant le terme, avec toutes les conséquences sur, que cela peut engendrer. Voilà, sur l'enfant. Et pendant également l'accouchement, certains fibromes peuvent être obstacles à l'accouchement normal, à l'accouchement par voie basse. C'est-à-dire s'ils sont devant l'enfant. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les fibromes prévia. Maintenant, après l'accouchement également, ils peuvent se compliquer d'hémorragie de la délivrance par difficulté de rétraction de l'utérus. Alors, docteur Baldé, on a défini le fibrome ou les fibromes, on a parlé des facteurs de risque, les personnes à risque, c'est la même chose, les symptômes, également complications et conséquences. Alors, on va parler de traitement. Est-ce qu'ici, on ne va pas dire les traitements? Parce qu'on a parlé des types de fibromes, il y en a plusieurs, et on va parler de différents traitements. Donc, traitements que vous allez nous expliquer tout à l'heure. Alors, quels sont les traitements appropriés dans le traitement des fibromes ou le fibrome, donc des fibromes, hein? Allez-y. D'accord. Est-ce que je ne pourrais pas d'abord donner un mot concernant les symptômes? Parce que je n'ai pas détaillé cette partie. Allez-y, vous avez... D'accord. Alors, voilà. Allez-y. Concernant les symptômes, il faut savoir que les fibromes sont le plus souvent muets pendant des années. Vous l'avez dit, oui. Ils sont asymptomatiques. Maintenant, pour ceux qui se manifestent, le maître symptôme est le saignement génital, à type de ménorrhagie, c'est-à-dire une augmentation des règles en abondance et en durée, ou bien à type de métrorragie, c'est-à-dire des saignements génitaux qui surviennent en dehors de la période des règles, ou bien même l'association de ces deux premiers symptômes, réalisant des ménométrorragies. En plus de ça également, nous avons d'autres symptômes qui sont plus ou moins importants, tels que une douleur pelvienne à type de pesanteur, c'est-à-dire une sensation de lourdeur au niveau du bas-ventre, une augmentation du volume de l'abdomen. La femme sent que son ventre augmente de volume. Mais j'allais poser justement cette question. Il y a des femmes qui ont tendance à avoir un gros ventre. Oui. Peut-être certaines n'ont pas la maladie, mais il y a certaines femmes qui souffrent des fibromes, ont tendance à avoir un gros ventre. Par contre, d'autres, non, mais elles souffrent de la maladie. Effectivement, parce que le fibrome, quand il évolue longtemps, plus il évolue, mieux il croît. Voilà, donc normalement la taille du fibrome va de celle d'un grain de mil à celle
d'une tête d'enfant. Donc vous voyez ce que ça peut faire pour, ça fait une masse. dans les formes assez évoluées. Voilà. Maintenant, en dehors de tous ces symptômes aussi, lors d'une consultation, le médecin aussi examine et recherche des signes, notamment une déformation de l'abdomen dans les cas graves, une augmentation de volume de l'utérus. L'utérus peut être de consistance lisse ou bien ferme et bocellé par plusieurs masses. Maintenant, en dehors de tout ça aussi, il y a certains cas qui nécessitent des examens complémentaires, notamment l'échographie pelvienne. Voilà, l'échographie pelvienne qui permet également de diagnostiquer les fibromes. Il y a également la cystoscopie, l'hystéroscopie ainsi que l'imagerie par résonance magnétique. Mais ces derniers examens ne sont pas encore disponibles sur nous. D'accord. Nous allons parler donc des traitements. Oh, ok, merci. Donc, concernant les traitements des fibromes, nous avons les traitements médicamenteux et nous avons des traitements chirurgicaux. Au niveau des traitements médicamenteux, nous avons d'abord les utérotoniques. Les utérotoniques, c'est-à-dire ce sont les médicaments qui assurent une rétraction de l'utérus, qui le rend plus ferme. Donc, à titre d'exemple, il y a le Métergin et le nouveau médicament qui vient de nous parvenir, le Lerain, existant sous forme de comprimé et sous forme d'injectable. Il y a également les progestatifs. Les progestatifs aussi, ce sont des médicaments synthétiques, c'est-à-dire qui sont analogues à la progestérone naturelle qui est sécrétée par les gonades. C'est vrai, concernant les progestatifs, il n'y a pas une preuve, c'est-à-dire de leur efficacité sur la diminution de la taille du fibrome, ou bien sur la disparition du fibrome, mais ils entraînent une atrophie de l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse utérine qui saigne est atrophiée, donc ça permet d'arrêter les saignements. Maintenant, après les progestatifs, nous avons également les antifibrinolytiques. Ce sont des médicaments qui aussi arrêtent l'hémorragie. À titre d'exemple, l'Hexacil ou bien l'hémocaprol. Il y a aussi le dernier venu récemment dans le marché, il y a 1 an ou 2 ans, l'acétate d'ulipristal. L'acétate d'ulipristal, c'est un analogue d'une hormone sexuelle qui arrête les hémorragies et qui permet de diminuer la taille des fibromes. Mais ce qu'il faut souligner, toutes ces thérapeutiques médicamenteuses encadrent généralement l'intervention chirurgicale. C'est-à-dire qu'ils sont donnés avant l'intervention ou bien après, en cours ou bien après l'intervention. Alors, tous ces produits que vous venez de citer sont disponibles chez nous, par exemple? Non. Les progestatifs sont disponibles chez nous, ainsi que les utérotoniques, les antifibrinolytiques également, les médicaments adjuvants. Maintenant, il y a les analogues du GnRH aussi qui sont souvent pas disponibles chez nous à cause de leur coût élevé. Parce que le traitement recommande une ampoule injectable par mois pendant 3 mois. Et une ampoule seulement coûte dans les pays CFA environ 160 000 francs CFA. Donc ce qui n'est pas à la portée de n'importe quel Guinéen. Du Guinéen lambda, ça c'est vrai. Mais comme pour bien vivre, il faut créer des conditions. Hein. Oui, alors c'est ce que nous faisons. Vous allez faire passer un message à l'endroit des autorités parce qu'on a besoin d'avoir tout chez nous. C'est pourquoi nous invitons les médecins de la place pour défendre. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Avant ça, je m'excuse de continuer d'abord le traitement, vu que je n'ai pas abordé la partie chirurgicale, qui est la partie la plus importante. La chirurgie peut être conservatrice à type de myomectomie, c'est-à-dire consistant à enlever les noyaux fibromateux et laisser l'utérus sur place. C'est pour cela qu'on dit chirurgie conservatrice. Ça peut être également une embolisation artérielle, embolisation des artères utérines, c'est-à-dire les artères qui vascularisent l'utérus. C'est de la radiologie interventionnelle. Encore une technique qui n'est pas disponible chez nous. Il y a également la myolyse, c'est-à-dire c'est la destruction des fibromes par les ultrasons. Un moyen thérapeutique aussi qui n'est pas disponible chez nous. Après, il y a la chirurgie radicale. La chirurgie radicale, c'est-à-dire consiste à faire l'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est l'ablation chirurgicale de l'utérus. Maintenant, quelles sont les indications de ce traitement? Généralement, il y a l'abstention thérapeutique qu'on recommande si le fibrome est diagnostiqué mais il ne se manifeste pas, il n'entraîne pas de saignement, il n'est pas aussi trop volumineux. C'est pas douloureux non plus? C'est pas douloureux, s'il ne fatigue pas la femme, on surveille simplement. Voilà. Parce que généralement, s'il ne fatigue pas la femme jusqu'à ce qu'elle rentre en période de ménopause, le fibrome involue.
Parce que durant cette période, les estrogènes qui sont responsables de sa survenue ne sont presque plus sécrétés. Voilà. Maintenant, le traitement médical, comme on l'a dit, encadre le traitement chirurgical. Et la chirurgie conservatrice s'observe et recommandée chez les femmes jeunes qui sont désireuses de grossesse, qui ont des fibromes qui ne sont pas de volume trop important. Maintenant, la chirurgie radicale est recommandée, c'est-à-dire l'hystérectomie, est recommandée en cas de gros fibromes, le plus souvent chez les femmes âgées qui ne désirent plus d'enfants. Ok, ce sont les types de traitements. Oui. Alors moi, en parlant de traitement, j'aimerais bien préférer la prévention au lieu d'en arriver là. Alors quels sont, comme dirait l'autre, il vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Alors, quels sont les moyens de prévention? D'accord. Bon, là quand même, c'est une question qui demeure encore. Vu ce qu'on a dit dans l'éthiopathogénie et que les causes ne sont pas réellement connues, ce sont des hypothèses étiologiques. Donc il n'y a pas pratiquement une prévention primaire qui a fait preuve de son efficacité. Voilà. Bien qu'il y a des études qui ont recommandé la lutte contre l'obésité, la lutte contre la nulliparité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les femmes restent sans faire des enfants, et ainsi que la prise en charge de l'infertilité. Mais la prévention est surtout secondaire. C'est-à-dire secondaire, quand le fibrome est diagnostiqué là, la femme porteuse de cette maladie doit écouter les consignes du médecin. Et respecter. Voilà. Et voilà, suivre le traitement qu'il propose. D'accord. Vous êtes gynéco-obstétricien au CHU, vous recevez les femmes qui souffrent de cette maladie. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres exacts, les statistiques en général, pas nationales, les statistiques au niveau de votre service par exemple? D'accord. Ok, bon, comme je le disais tout à l'heure d'abord, au niveau mondial, c'est la tumeur bénigne la plus fréquente chez la femme en âge de procréer. Environ 20 à 30% des femmes de plus de 35 ans sont porteuses de cette affection. Et 50% des femmes de plus de 50 ans, soit une femme sur deux. Maintenant, dans notre service au CHU de Conakry, nous avons mené une étude en 2012 portant sur 400 cas de femmes opérées pour fibrome. Qu'est-ce que cette étude a conclu? Et l'intervention chirurgicale pour fibrome utérin a représenté 42% des interventions, de l'ensemble des interventions gynécologiques qui sont réalisées au CHU de Conakry en 2012, soit 400 sur 944 interventions. Allez-y. Le maximum de fréquence a été observé chez les femmes de 31 à 40 ans, soit 43%. Et chez les nullipares, comme on le disait tout à l'heure, les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, soit 32%. Les femmes non scolarisées, les femmes scolarisées, je m'excuse, soit 54%. Et le motif de consultation le plus fréquemment retrouvé était l'hémorragie génitale, soit 85%, suivi de la masse abdominopelvienne, avec 61%, et puis le bilan d'infertilité, soit 24%. Et par rapport à la phase de la vie génitale de la femme, la patiente était souvent en période d'activité génitale, soit 90%. 90% des femmes porteuses de fibrome ne sont pas ménopausées. L'indication opératoire était l'utérus polymyomateux dans 51% des cas, donc soit dans la moitié des cas, suivi de l'infertilité dans 14%. Vous voyez déjà, l'utérus polymyomateux, c'est l'une des phases avancées de la maladie. Donc vous voyez à quel stade la plupart des femmes sont soignées chez nous. L'indication opératoire, donc le traitement chirurgical a été conservateur, consistant en une myomectomie, c'est-à-dire l'ablation chirurgicale des fibromes dans 77% des cas, et l'hystérectomie consistant à l'ablation chirurgicale de l'utérus dans 23%. Allez-y. Alors, ce sont les différents chiffres de votre service. Docteur Baldé, aujourd'hui, comme il n'y a pas de prévention appropriée, à part l'obésité et autres, quelles recommandations pouvez-vous adresser à l'endroit de toutes les femmes, malades ou non malades, que vous pouvez... quelles recommandations faites-vous à l'endroit de ces femmes? Bon, ce que nous recommandons à l'ensemble, à l'endroit des femmes en période d'activité génitale,
c'est de consulter au moins une fois par an un gynécologue, même en l'absence de tout symptôme. Cette consultation peut permettre de déceler certaines pathologies gynécologiques qui dorment. Et il y en a d'ailleurs plusieurs, en dehors même du fibrome. Oui. Alors, vous recommandez aux femmes en général en période d'activité de respecter quelques... Alors, d'établir un calendrier pour pouvoir respecter périodiquement, se faire consulter par un spécialiste pour pouvoir déceler ou détecter, c'est le mot, à temps certaines maladies qui dorment. Alors, c'est la recommandation et je crois que tous les médecins qui sont passés sur ce plateau font cas. Et il faut se faire consulter, se faire ausculter auprès des spécialistes. Alors, vous allez... alors, c'est les conseils que vous allez donner avant que le numéro s'affiche au bas de l'écran. Vous allez conseiller aux femmes, mais également faire passer un message à l'endroit des autorités qui nous regardent, ce qui manque dans votre service, gynécologique, hein, c'est ça. Alors, je rappelle, vous êtes docteur Baldé Ibrahima Souri, médecin gynécologue à l'hôpital Ignace Dine, maître assistant à la faculté de médecine de Conakry, qui est notre invité de cet après-midi. Alors, vous avez envie de faire passer un message, docteur Baldé? Oui. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Donc, ce message s'adresse non seulement aux autorités politiques, aux autorités administratives et politiques, et qu'on demande d'adopter une stratégie avancée dans le cadre de la recherche, de l'enseignement et de la formation du personnel médical et paramédical dans la prise en charge des pathologies gynécologiques, y compris le fibrome utérin. Et doter le CHU de méthodes de moyens d'exploration modernes, à savoir des célioscopes, des hystéroscopes, et d'appareils permettant de faire l'imagerie par résonance magnétique et de techniques de radiologie interventionnelle. Et d'assurer également la formation continue du personnel à travers soit des bourses de stage dans les pays nantis, ou bien, après avoir équipé nos services ici, inviter des experts de ces pays pour qui la vont formation. assurer une formation sur place. Très bien. Alors, c'était donc votre appel. Hein? Oui. Je crois que peut-être que monsieur le ministre ou les autorités du ministère nous regardent. Ah, et ça va tomber dans de très bonnes oreilles. Le message va passer. Alors, le numéro est affiché. Les téléspectateurs vont vous appeler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que moi je voulais demander? Je vous ai demandé pourquoi les femmes qui souffrent des fibromes ont un gros ventre. Vous l'avez dit, hein? Oui. Alors, ça me revient toujours avant que le numéro ne s'affiche. Alors, si vous avez envie de faire passer d'autres messages, docteur Baldé, c'est le moment. Allez, n'hésitez pas. D'accord, vous dites que pourquoi les femmes qui sont porteuses du fibrome ont généralement des gros ventres. Voilà, je vous ai dit déjà tout à l'heure, la taille du fibrome va de celle d'un grain de mil jusqu'à celle d'une tête d'enfant. Avant de continuer, voilà, vous l'avez dit, donc on va prendre ce premier appel. Allô? C'est parti. D'un grain de mil à celle d'une tête d'enfant. Donc vous voyez, ça, c'est trop du gros. grain de mil jusqu'à la tête d'enfant. Hein? Donc, comme on l'a dit, c'est une pathologie qui évolue de façon silencieuse, qui est muette pendant des années. Comme d'autres maladies d'ailleurs. Voilà. Vous vous imaginez s'il y a une masse qui a la taille d'une tête d'enfant dans le ventre d'un individu, c'est que ça peut faire. Oui, le ventre va être normal, ça va être gros. Hein? Voilà. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, madame, vous allez bien? Très bien, comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Baldé Safiatou. Je vous appelle de Kuntia. Kuntia. Très bien, comment vous appelez? Vous avez une question? Je m'appelle Baldé Safiatou. Très bien. De Kuntia. Oui, on a compris Baldé Safiatou de Kuntia. Vous avez une question? Oui, c'est que moi j'aimerais savoir. Allez-y. Si comment dire, je prends les pilules ou bien les piqûres pour espacer les naissances, ça ne cause pas le fibrome. C'est que j'aimerais savoir. Il est là pour ça. Les pilules ou bien les piqûres et autres. Alors, le planning, en fait, en quelque sorte, elle veut parler du planning familial. Hein. Espacer les enfants, prendre des piqûres, des comprimés. Est-ce que ça ne peut pas causer cette maladie, la pathologie, le fibrome? Bon, en général, ce n'est pas prouvé que ça peut causer le fibrome. Maintenant,
dans les pilules ou bien les médicaments qu'on utilise dans le cadre de la contraception, il y a plusieurs types. Les injectables sont des progestatifs. Donc les progestatifs déjà, c'est des médicaments qui ont un effet antagoniste sur les estrogènes. Donc ils ont un effet même protecteur, mais ils ne causent pas le fibrome. Maintenant, certaines pilules contiennent des estrogènes. Peut-être, mais même ces pilules-là, il n'y a pas une étude prouvée qui dit qu'elles favorisent le fibrome. Voilà, mais vu que le fibrome, l'hypothèse étiologique la plus reconnue actuellement, c'est l'hyperestrogénie, donc tout médicament qui contient des estrogènes peut être de près ou de loin comme facteur favorisant. Facteur favorisant. Ouais. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, comment vous vous appelez, madame, et d'où vous nous appelez? Je m'appelle madame Kamara, je vous appelle depuis Kindia. En fait, moi, je voulais poser une question à docteur Baldé parce qu'en fait, je suis enceinte de 7 mois et demi et je porte une fibrome qui a été détectée depuis le 11e mois. Donc, les résultats de l'échographie ont montré que l'amiome était de grands axes sur la grossesse. Vous reprenez la partie là, on ne vous comprend pas bien. Le fibrome était comment? Le fibrome était de grands axes sur ma grossesse. De quoi? De grands axes. C'est-à-dire myome mural. J'ai porté une myome murale de grands axes sur grossesse, quoi. Allez-y, oui. Voilà, de 43 x 40 mm. Ok. Docteur. Voilà, ça c'était au 11e mois. Maintenant, au 7e mois, j'ai fait encore une autre échographie qui m'a parlé d'un placenta préavia, donc qui est susceptible de me conduire à un accouchement par césarienne. Bon, selon ce que m'a dit mon médecin, ce qu'il m'a conseillé, je ne sais pas. Donc, je lui ai demandé, est-ce que en même temps, je peux enlever cette fibrome en même temps que la césarienne. Bon, il m'a dit que c'était pas possible, que ça comportait des risques. Je ne sais pas, est-ce que... Oui, je le crois vraiment, je sais que c'est mon médecin, mais est-ce que ça comporte vraiment des risques d'enlever en même temps le fibrome pendant l'accouchement par césarienne? C'était ça ma question. Très bien. D'accord. Une très belle question, hein? Oui. Et elle a une inquiétude là. Oui. Ok, merci beaucoup madame. C'est une question vraiment qui demeure et on est souvent en face de cette situation. Elle, la concernant, non seulement que l'échographie a parlé d'un fibrome de grand axe, voilà, bon, ça je n'arrive pas à comprendre cette nomenclature, mais tout ce que je sais, comme elle a donné la dimension, c'est un gros fibrome. En plus de ça, il y a un placenta prévia. Placenta prévia, c'est l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. L'utérus, vous savez, comprend non seulement le col utérin, le segment inférieur et puis le corps utérin. Maintenant, normalement, le placenta s'insère au niveau du fond utérin, c'est-à-dire derrière l'enfant. On dit qu'il est prévia quand il s'insère en bas. Parfois même, il est devant l'enfant. Il bloque le passage. Le passage. Voilà, donc non seulement elle présente ce fibrome, elle présente aussi si c'était pour le fibrome seulement, si le fibrome n'était pas prévia, elle pouvait accoucher par voie basse avec moins de risques, si le fibrome n'était pas prévia. Mais vu qu'il y a le fibrome et il y a le placenta prévia, deux facteurs de risque hémorragique très élevés, je suis d'accord avec son médecin de lui programmer pour une césarienne. Et là aussi, quelle césarienne? Une césarienne avant le travail. Dès qu'elle sera à terme, entre 38 et 39 semaines, avant qu'elle n'ait mal, on doit lui faire la césarienne. Et concernant le traitement du fibrome, il n'est pas conseillé de l'entreprendre au cours de la césarienne. Parce que pendant la grossesse, l'utérus est vascularisé. Les vaisseaux sont assez bien et gorgés de sang. Donc il n'est pas conseillé de faire une myomectomie au cours de la grossesse. Sinon, un risque hémorragique élevé. Donc généralement, ce qu'on fait face à cette situation, après la césarienne, la patiente se repose quelques mois
on stabilise le fibrome médicalement. Et quand elle sera en période gynécologique, maintenant son état général s'est amélioré, on programme une autre intervention pour enlever le fibrome. Très bien. Je crois que vous rejoignez en quelque sorte son médecin. Hein? Oui, oui. Alors c'est le même conseil, c'est le même boulot. Effectivement. Alors on va prendre encore... Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Bénia. Qui? Béni. Vénia. Ah, nous vous écoutons. Moi, ma question était comment faire pour éviter la fibrome et qu'est-ce qui cause la fibrome aux femmes? Alors, on a touché cette question. Hein. Elle a peut-être pris le train en marche. Alors, comment éviter le fibrome? Bon, pratiquement, comme nous l'avions dit, dans l'éthiopathogénie, il n'y a pas de cause prouvée, mais il y a des facteurs étiologiques. Hein. Donc, du fait qu'il n'y a pas une prévention primaire en tant que telle. C'est-à-dire, il n'y a pas un moyen qui dit aujourd'hui, si on fait ça, si une femme observe ça, elle ne va pas être atteinte de fibrome. Il n'y a pas une étude qui a prouvé ça. Mais bon, certaines études quand même ont recommandé la lutte contre l'obésité et la lutte contre la nulliparité et contre l'infertilité. Voilà, l'infertilité et la nulliparité, c'est-à-dire l'infertilité, c'est elle-même qui est aussi la conséquence de la nulliparité. Donc, les femmes doivent éviter de rester jusqu'à un certain âge, hein, sans faire des enfants. Mais alors, ça demande aussi d'autres facteurs. Docteur, voilà, quand le mari ne vient pas... Oui, ça je comprends. Ça il faudrait nous comprendre quelque part. Quand il n'y a pas de mari, on se dit, on fait l'enfant, c'est ce qu'on nous disons souvent. L'enfant, c'est pour la femme. Alors, on se permet, on se prête à beaucoup de choses, peut-être non appréciables. Oui, c'est difficile dans notre société culturelle. Très bien. Alors, on ne vous demande pas de faire des enfants. Hein. Il faut trouver un mari pour le faire. Alors, pour éviter, vous l'avez appelé comment? Nulliparité. Hein? Oui. Aucune femme ne voudrait être nullipare. Hein? Oui, logiquement, oui. Alors, allô? Allô? Alors, bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Oh, je suis Madame Sosa, j'appelle de Matam. Vous appelez de Matam? Oui, de Matam. Allez-y, madame. Ok, j'ai une question pour Dr. Baldé. J'avais une fibrome en 2009 qui a été enlevée et actuellement j'ai 44 ans, j'ai jamais eu d'enfant. Éloignez-vous un tout petit peu. Excusez-moi, madame. Il y a trop de bruit, on ne vous comprend pas bien. Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur. Ok, je m'excuse, c'était le ventilateur, la chaleur. Allez-y. Vous m'entendez mieux? Oui, allez-y. Ok. Donc, le fibrome a été enlevé, mais toujours, je cherche d'avoir un enfant, comme vous le disiez tout à l'heure, là. Si on n'est pas marié, on ne peut pas se faire d'enfant très tôt. Donc, finalement, je me suis mariée, mais le fibrome a été enlevé il y a longtemps. Donc, on a enlevé le fibrome et maintenant, on cherche d'avoir un enfant, mais ça ne vient pas. Ça vient pas. J'ai des problèmes de saignement. Alors, notre sorcier est là. Hein? Il va vous donner plein d'astuces. Peut-être que ça va arriver très bientôt. Docteur Baldé. Okay. Alors, elle a enlevé déjà le fibrome, mais elle n'arrive pas à tomber enceinte. Oui, effectivement, c'est une préoccupation majeure. Voilà, le fibrome peut être l'une des causes de l'infertilité, mais ce n'est pas la seule cause. Voilà. Donc le fibrome a été enlevé, mais peut-être il y a une autre cause d'infertilité. Donc ce que je vais la conseiller, c'est de s'approcher auprès d'un médecin gynécologue, voilà, pour lui faire un bilan. Quand il y a infertilité, la première question qu'on se pose d'abord, pourquoi la grossesse ne vient pas? Et qu'est-ce qui répond à cette question? Ce sont les examens complémentaires, les bilans paracliniques qu'on fait à cet égard. Il y a beaucoup de causes d'infertilité, les obstructions tubaires, les infections, il y a beaucoup de causes. L'incompatibilité aussi, hein? Oui, effectivement, j'en viens. Et le bilan d'infertilité aussi, c'est un bilan pour le couple.
pas pour la femme seulement, parce que ce sont deux individus qui font un enfant. Voilà, le problème peut être, les causes sont partagées entre la femme et l'homme. Très bien. Donc le problème peut intéresser tout le couple. Donc ce que je conseille à madame, elle et son mari, elles doivent s'approcher de leur gynécologue pour qu'on leur fasse un bilan, chercher d'autres causes d'infertilité en dehors du fibrome. Et vraiment, je la souhaite bonne chance également. Bonne chance à vraiment. Hein. Oui. Quand on est dans un ménage, on a envie de faire coûte que coûte un ou des enfants. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien. Et vous? Oui, ça va. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Bon, Allô? Allô, oui, je réponds le nom de Kouyaté. Bon, j'ai une question à poser par rapport à... Ma femme avait eu des inquiétudes par rapport à sa maladie de fibrome. Oui. Bon, la première fois, avant qu'elle ne fasse des examens, maintenant, elle avait fait une fausse couche. Allez-y. Arrivé maintenant, on a fait des examens, on a fait 2 fois l'échographie. Maintenant, on a constaté qu'elle a du fibrome. Maintenant, le docteur a prescrit des produits, elle est en train de prendre. Mais, ils ont dit encore qu'elle peut faire une intervention chirurgicale. Maintenant, par rapport à l'intervention, je veux savoir, est-ce après l'intervention, si elle peut avoir un enfant? Alors, ce couple aussi a une grande inquiétude. Allez-y, docteur. Merci bien. Bon, pratiquement, ce n'est pas une question mathématique. Voilà. Bon, je ne parle pas, c'est vrai, à la place de son médecin, mais je parle de façon générale de ce qui est logique. Bon. L'intervention, si elle porte un fibrome, s'il y a une intervention qui enlève ce fibrome, et sa chance de concevoir est quand même augmentée par rapport à la chance qu'elle avait avant d'enlever le fibrome. Mais il n'est pas fortement dit, dès qu'on enlève le fibrome, elle va tomber enceinte. Mais ce qui reste clair, ça va augmenter ses chances de procréer. Parce que le fibrome, comme on l'avait dit tout à l'heure, ce n'est pas la seule cause d'infertilité. Il peut y avoir également d'autres causes en dehors du fibrome. Mais ce qui reste clair, c'est une cause quand même qui est prouvée. Et si on l'enlève, la chance est augmentée. Voilà. Alors, bonne chance à eux aussi. Hein? Oui. Allô? 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 Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Mais moi, je pensais qu'aujourd'hui, docteur Baldé, c'était les femmes hein, Oui. qui allaient vous poser des questions comme Bon. c'est une maladie des femmes. Bon. Mais apparemment, les hommes contribuent. Hein. Mais oui. Alors, vraiment. Les je hommes suis travaillent très pour les femmes aussi. Ça, c'est vrai. On dit que ce que femme veut, Dieu le veut bien. Tout à fait. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous appelez, madame, et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Aïcha Kamara. J'aimerais poser une question au docteur Très rapidement, par allez-y. rapport au kyste. Allez-y. Kyste, une maladie de kyste. Kyste. Oui. Allez-y, c'est pas le thème, hein, mais... Bon, c'est vrai, bon, c'est pas le thème, mais mais vous pouvez dire quelque chose dessus. La cause de l'infertilité aussi. Alors, c'est ça la question, si le kyste... oui, bon, pratiquement, c'est vrai, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je peux lui donner un mot. Voilà, généralement, elle parle du kyste de l'ovaire. D'accord. Voilà, le kyste de l'ovaire aussi, c'est une tumeur bénigne, mais qui intéresse les ovaires, les gonades qui sont à côté de l'utérus. Lui aussi, également, il peut être cause d'infertilité, parce que les hormones qui favorisent la procréation, la fécondation, sont toutes sécrétées, sont la plupart sécrétées par l'ovaire. Et si l'ovaire est malade, il y a aussi également un problème Ça hormonal. empêche, ça c'est sûr. Oui. Allô? Est-ce que moi j'ai une question pour vous? Il faut toujours conseiller. Alors, je voulais demander les conseils encore aux femmes, pour les femmes, mais bon, on va prendre... Allô? Allô? Alors oui, comment ça va, madame? Oui, très bien, monsieur. Comment vous vous appelez?
Moi, c'est Mansaré, c'est de Fria. De Fria. Allez-y, monsieur Mansari. Oui. Vous avez une question pour Oui. l'invité? Est-ce que les bières ne causent pas de fibrome? Les bières. Les bières. Si les bières ne causent pas Ne de causent Les pas- bières que les gens consomment, là. L'alcool, en général. Non, l'alcool n'a pas été identifié comme un facteur Mais favorisant. c'est pas le non plus, c'est pas recommandé hein, de boire. Non, c'est clair, ça ne veut pas dire qu'il faut boire Il faut l'alcool. boire, voilà. Voilà, l'alcool a d'autres conséquences également. Voilà, c'est pas Notamment du tout sur le foie, recommandé. la cirrhose Voilà. et d'autres affections également. C'est pas Mais recommandé. concernant le thème quand même, il n'a pas... Ça correspond pas. Voilà. Conseil pour nous les femmes. Ah, d'accord. On va prendre. On peut pas. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? Monsieur Diallo. D'où vous nous appelez, monsieur Diallo? De Roma. De De Rapoma. Ratoma. Alors, Oui. nous vous écoutons. Oui. En fait, il y a ma femme qui souffre là. Mhm. Elle a une fibrome depuis des mois. Mhm. Et ça prouve qu'elle est accouchée par césarienne du fait qu'on a conseillé ce fibrome-là. Mm. J'aimerais savoir maintenant, elle a fait des saignements de foie. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut comme diagnostiquer pour ce fibrome-là Vous avez compris un peu? Très rapidement, on n'a plus le temps, docteur Baldé. Ok, merci monsieur Diallo. Bon, pratiquement, face à cette situation, ce qu'il faut faire, il faut adresser votre femme chez un gynécologue qui va lui faire une consultation, faire l'état des lieux et vous dire ce qui a été trouvé lors de cette consultation et vous dire ce qu'il faut pour la prise en charge du fibrome, s'il faut une intervention ou bien s'il va faire une prescription médicamenteuse à votre femme. D'accord. Alors, mot de la fin, un dernier mot, c'est presque fini. On ne peut plus prendre d'appel ou bien on prend celui-ci. Allô? On n'a plus le temps, on peut... Allô? Alors, mot de la fin, très rapidement, on va clôturer, on n'a plus le temps. Merci beaucoup. Donc, c'est que nous pouvons retenir que le fibromiome utérin est la tumeur bénigne la plus fréquente chez la femme en âge de procréer. Il est le plus souvent asymptomatique. Et pour les cas qui se manifestent, le maître symptôme est l'hémorragie génitale. Maintenant, en Guinée, la pathologie fibromateuse utérine a pris une place considérable dans la pratique chirurgicale. Et la prise en charge tardive fréquente de cette maladie est souvent à l'origine des traitements chirurgicaux mutilants, c'est-à-dire enlevant l'utérus. Alors que, vous savez, l'utérus, même si ce n'est pas un organe vital, parce que une femme peut vivre sans utérus, mais c'est un organe hautement symbolique pour la femme. Tout à fait. Et pour tout le monde d'ailleurs, parce que c'est l'organe qui donne la vie. Et c'est en son sein que la grossesse normale se développe. Qui parle d'individu, il faut qu'il y ait grossesse et puis enfant. Donc, d'où l'intérêt d'une sensibilisation de la population en vue d'une prise en charge correcte et précoce de cette affection pour éviter ses conséquences socio-économiques qui peuvent être dramatiques. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions avec Dr Baldé Ibrahim Souri, médecin gynécologue à l'hôpital national Ignace Dine, maître assistant à la faculté de médecine de Conakry, Gamal Abdel Nasser. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est fibrome utérin. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de cette émission. Comme à l'accoutumée, prenez soin de votre environnement, de votre alimentation. Quand je dis alimentation, alimentation saine et équilibrée. De votre environnement également, moins de saleté, moins d'eau stagnante. Utilisez un peu d'eau de javel pour les légumes et fruits et le chlore également. On se reprend la semaine prochaine. Moi, je vous dirai toujours de garder le sourire. C'est aussi un remède. À la semaine prochaine, chers téléspectateurs. On reste